Bonjour à tous, Romain Tixier, je suis un des médecins du service de rythmologie au CHU de Bordeaux. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Ménetreau aujourd'hui pour discuter des bonnes pratiques en sortie d'hospitalisation. Bonjour Xavier. Bonjour Romain. On va commencer par un thème qui nous est très intéressant pour nous deux, la fibrillation atriale. Comment tu t'occupes à l'hôpital de la gestion de ces patients dans les suites après la sortie d'hospitalisation? Tout d'abord dans les premiers jours, est-ce qu'il y a un suivi particulier que vous mettez en place? Et ensuite, à plus long terme, comment vous organisez d'une part le suivi de vos patients et comment ça s'interconnecte avec la médecine de ville? Alors du coup, sur les patients qui sont hospitalisés pour l'ablation de FA sur une hospitalisation classique, donc les patients sont revus avant le départ par l'interne ou par le médecin en charge de l'unité d'hospitalisation. On redonne tous les critères d'alarme sur le problème de point de ponction, les recommandations sur le sport, 15 jours tranquille, un mois sans trop d'efforts. Sur la conduite, on conseille de ne pas conduire pendant une semaine, mais je ne sais pas quelles sont vos habitudes à On dit à peu près la même chose, entre 3 et 5 jours. Une semaine, et puis après on les revoit assez systématiquement à 3 mois. Alors on demande qu'ils soient revus par le cardiologue de ville au bout d'un mois pour faire une écho de contrôle, la carte qui a été contrôlée avant la sortie. Puis on les revoit à 3 mois avec un holter de contrôle. Et puis on fait assez systématiquement dans le service des scanners pour vérifier les veines pulmonaires, surtout sur les ablations en radiofréquence. D'accord. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que nous on ne fait pas par exemple. Est-ce que vous avez un recul là-dessus? Vous trouvez beaucoup de sténose symptomatique? Qu'est-ce que vous avez comme information? Alors on a un travail qui a été fait mais qui remonte un petit peu. On avait repris les patients, on avait quand même un certain nombre de sténoses, on avait 3% de sténose serrée, plus de 80%, pas forcément symptomatique, et on avait à peu près 10% de sténose intermédiaire. Donc c'est vrai que c'est une habitude qu'on a. Après, bon, on peut se discuter la prise en charge de ces sténoses pas symptomatiques. C'est vrai qu'on est toujours plus pertinent dans le suivi de repérer spécifiquement les patients et d'être plus vigilant sur ces patients-là. Qu'est-ce que vous proposez ensuite à ces patients justement? Alors ils sont revus, il arrive qu'on refasse un scanner dans les 6 mois, parce qu'on sait que chez ces patients-là, bien entendu, on continue les anticoagulants, on leur demande de pratiquer le sport, parce que certaines études ascendantes, ça va se redilater avec l'effort, et puis on les revoit à 6 mois en général. D'accord, une petite surveillance, ouais. Moyen terme. Voilà. Ok. Et après, sur le plus long terme, c'est des patients que vous continuez à suivre ou vous laissez les médecins de ville? Alors généralement, on les revoit 1 an, et puis après, on partage un petit peu avec le cardiologue de ville sur le suivi, parce que c'est vrai que, après, je pense comme tout le monde, la consultation qui commence à être un peu chargée, donc c'est vrai que sur le suivi de patients qui vont relativement bien, c'est quand même, ça libère un petit peu de passer en consultation. Tout à fait. Et est-ce que vous avez des moyens de suivi, on va dire, un petit peu novateurs, style télémédecine pour ces patients, ou vous restez dans une situation plutôt de présentiel? Alors on est surtout en présentiel, on ne fait pas de télémédecine pour le suivi des FA. On a quelques systèmes, on prête les montres connectées, on a quelques cardias, mais c'est vraiment réservé à la petite proportion de patients qui continuent à être symptomatiques, mais on ne fait pas systématiquement, comme on peut le proposer sur certaines études. Je ne sais pas si vous faites des systèmes de longue durée ou... Nous, on propose ça pour les patients qui sont inclus dans des études. Pour les études, ouais. C'est quand même assez contraignant, entre guillemets, et il faut que les patients soient relativement compliants. Après, il y a quelques patients aussi qui maintenant, on ablate des patients de plus en plus jeunes et qui sont très souvent équipés de montres connectées de leur côté et qui nous adressent directement les ECG éventuellement quand il y a un problème, ce qui permet d'avoir un suivi très facile quand il y a des récidives éventuellement. Et cela, vous les centralisez sur l'équipe de télécardio ou c'est chaque médecin qui réceptionne les tracés? Aujourd'hui, c'est compliqué de centraliser ces données parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels qui existent pour centraliser les données des montres. Là, aujourd'hui, c'est chaque médecin, entre guillemets, qui reçoit directement par mail souvent les alarmes, les tracés en question. Quand c'est de l'étude, c'est centralisé par les ARC, mais on n'a pas encore quelque chose de fonctionnel, même si on y travaille, pour centraliser les montres connectées. Deuxième thème qu'on souhaitait aborder, au sujet des patients qui sont éligibles à un gilet défibrillateur portable. Comment vous gérez ces patients? D'une part, est-ce que tu peux nous rappeler déjà les indications éventuellement de ce type d'appareil et comment vous gérez ces patients à l'hôpital et en sortie d'hospitalisation? Du coup, il y a pas mal de patients qui sont implantés appareillés de gilets. Donc les indications, elles ont été un petit peu élargies. Donc, globalement, on a des indications post-explantation de matériel de défibrillateur pour protéger les patients le temps qu'ils soient réimplantés. Les indications sur les patients qui sont en attente de greffe, où on recommande de revoir les patients tous les 3 mois. Et puis sur la cardiopathie ischémique, c'est post-infarctus, si la FEVG est inférieure à 35%, et puis post-revascularisation, quand la FE est inférieure à 35%, et les cardiopathies ischémiques, dont on attend qu'il y ait une récupération de la 35% avec une réévaluation. Donc ça, c'est des patients qui sont
qui sont appareillés à la sortie. Usuellement, ce qui se passe, c'est que comme c'est un service qui est un petit peu vaste, il y a différentes unités, mais les patients, ils sont tous référés avec un rythmologue référent pour les patients. On discute pour régler les alarmes sur le gilet. Et puis, ils sont appareillés grâce à le prestataire, Azol, qui vient appareiller les patients. Et puis, il y a l'unité de télécardiologie avec les infirmières aussi qui vient remettre le système. Et puis après, ils sont suivis régulièrement en télécardiologie. Ils sont amenés à être évalués, comme on l'a dit, c'est 1 mois, 3 mois ou tous les 3 mois, ça dépend de l'indication. Souvent dans le cadre d'un hôpital de jour d'insuffisance cardiaque ou dans le contexte d'une titration, puisqu'on a une infirmière de titration également, donc ce qui permet de revoir les patients sans trop encombrer les consultations des médecins. Et puis souvent l'infirmier donne un petit peu l'alarme s'il y a un symptôme. Récemment, on a un patient qui avait des palpitations. Enfin, comme ça s'articule assez bien sur l'unité d'insuffisance cardiaque. La télécardiologie, il faut avouer que souvent les infirmières de télécardiologie, c'est les mêmes qui font la télémonitoring pour l'insuffisance cardiaque, pour la rythmologie, donc elles ont quand même un petit peu une double valence comme ça qui permet d'avoir les compétences. Tu parlais d'infirmières pour la titration des médicaments, tu parles d'une IPA, j'imagine, à ce niveau-là ou... Oui, on a une infirmière qui s'occupe de l'insuffisance cardiaque. Vous avez des IPA pour quelle thématique Actuellement, c'est surtout l'insuffisance cardiaque. D'accord. Vous avez une volonté de développer ce genre de profil qui peut être tout à fait intéressant justement pour les sorties d'hospitalisation. On sait que revoir les gens pour titrer les médicaments, pour s'assurer que tout va bien, c'est quelque chose qui peut être extrêmement chronophage pour les médecins et où on n'apporte pas forcément la meilleure plus-value. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer dans le futur? On essaye de développer. Après, c'est vrai qu'il faut un profil assez particulier d'infirmière. On a des pénuries d'infirmières, mais c'est vrai que c'est très utile. Puis c'est vrai que tout ce domaine de rythmologie, de télésurveillance, ça se prête quand même assez bien pour avoir un profil quand même un peu solide, à la fois sur le contrôle des prothèses. C'est aussi quelque chose qu'on est en train de regarder pour faire des unités de contrôle de stimulateurs en externe qui seraient gérées par un infirmier en pratique avancée. Il y a la problématique, entre guillemets, des haltères implantables aussi, qui est un acte qui, dans certains centres, est délégué aux infirmiers de pratique avancée. Donc c'est vrai qu'on a cette volonté-là, mais c'est vrai que ça met toujours un peu de temps à mettre en place, quoi. Et pour tout ce qui est éducation thérapie, parce que les gilets, ces gilets portables nécessitent une participation active du patient. On sait que tous les patients ne sont pas forcément très réceptifs à ce type de situation. L'éducation thérapeutique, c'est les médecins qui la font, c'est les infirmières qui la font, c'est le prestataire qui la fait. Comment vous organisez ça? Souvent, quand même, à la sortie, il y a à la fois le médecin ou l'interne qui informe le patient de l'indication à porter le gilet, donc qui informe le fonctionnement. Il y a, en fin de compte, plusieurs intervenants qui viennent refaire l'éducation, qui est quand même la base de l'éducation, de répéter. Donc on a le médecin, on a le prestataire, et puis il y a l'infirmier de télésurveillance qui vient aussi rappeler avec chacun sa petite plus-value, ou chacun un peu son œil sur la prise en charge et sur le conseil qu'on peut faire pour ces patients-là. Mais c'est vrai que dans les études, on a quand même des durées de port qui sont assez longues dans les études. Et puisqu'on parle de matériel implanté, la gestion de vos pacemakers défibrillateurs, par exemple, c'est quelque chose que vous faites. J'imagine que la télécardiologie est activée pour l'ensemble de ces prothèses, ou quasi l'ensemble de ces prothèses aujourd'hui. Alors actuellement, nous, on est très en la pointe sur les défibrillateurs, un petit peu moins sur les stimulateurs. D'accord. Et pour le suivi, c'était là où je voulais qu'on discute éventuellement. Est-ce que c'est des gens où vous avez pu freiner considérablement le suivi que vous faites en hospitalisation, de nouveau en consultation grâce à ce système-là? Donc vous avez encore beaucoup de patients que vous revoyez systématiquement. Là, on est quand même en effet à utiliser la télécardiologie pour espacer les rendez-vous chez les patients qui vont bien. Ouais. C'est vrai que la télécardiologie permet de revoir le patient quand il y a un petit réglage à faire, quand il y a un épisode d'arythmie, pour mettre les anticoagulants en fonction de l'épisode, pour adapter les antiarythmiques. Donc c'est vrai que c'est un complément, c'est-à-dire qu'on a un suivi qui se fait en présentiel tous les ans, et puis éventuellement, à la faveur des événements intercurrents, il y a l'infirmière qui rappelle le patient, qui s'assure qu'il n'y a pas de symptomatologie, qu'il n'y a pas de décompensation, et puis qui éventuellement le rajoute à la consultation pour voir. Mais c'est vrai que ça permet quand même, là encore, de gagner du temps de médecin, parce qu'on sait qu'on est pas mal sollicité. Et pour les patients qui vont bien, ça permet quand même d'améliorer les choses. Parce que c'est vrai que tu parlais de consultation déportée tout à l'heure, de contrôle de stimulateurs ou de défibrillateurs. On pourrait imaginer qu'avec un système de télésurveillance où on a un accès
quasi instantanée, où tout le temps, à toutes les informations des appareils, il puisse y avoir une fois par an éventuellement une consultation déportée, ça éviterait à beaucoup de patients. Alors je ne sais pas si en région parisienne c'est une problématique, mais nous, sur la région sud-ouest, on a des distances qui sont parfois un petit peu longues pour faire venir des patients juste pour un contrôle de prothèse annuelle, où on sait que finalement les choses vont bien puisqu'on a les informations de télécardiologie. Ça permettrait d'avoir un suivi qui est plus simple pour les patients, sans forcément consommer beaucoup de temps médical. C'est quelque chose vers quoi vous C'est quelque chose vers quoi on tend. On espace de plus en plus le suivi des patients qui sont porteurs des prothèses actives, avec dans l'idée, une fois de gagner du temps médecin, puis aussi d'épargner aux gens la nécessité d'une consultation qui souvent n'a pas beaucoup d'intérêt pour les patients. Le seul intérêt, c'est de vérifier la cicatrice et toutes les informations, on les a en télécardiologie. Donc c'est vrai qu'on aurait envie de se projeter sur un patient qu'on implanterait peut-être en ambulatoire. On lui remet la télécardiologie pour le suivi post-opératoire et puis on le revoit pour la cicatrice et puis après on le laisse tranquille jusqu'à ce que la pile s'approche de la fin de vie. Enfin, c'est un peu le monde optimal qu'on aimerait avoir en effet, parce que c'est vrai que les consultations systématiques nous prennent parfois du temps pour une plus-value encore qui est assez modérée. Oui, alors tout ça, c'est aussi important, c'est de s'articuler avec la médecine de ville. C'est-à-dire à partir du patient à un cardiologue en ville, il revoit son cardiologue régulièrement pour les renouvellements, pour la symptomatologie, puis comme ça, nous, on est vraiment en attente de la nécessité de faire un geste au besoin en fonction du contrôle à distance. C'est vrai que ce serait le monde idéal. Je crois que c'est important, on a des relations avec la médecine de ville qui ne sont pas toujours simples avec certaines personnes, puisqu'on avait, il y a parfois eu des compétitions de patients, on va dire, dans l'histoire. On a l'impression que les choses vont mieux, mais on essaye de dire aux gens qu'on n'est pas là du tout pour prendre leurs patients et que c'est C'est exactement ça, oui. Je pense que c'est important d'insister. Nous, on est là vraiment pour une prise en charge spécifique. Souvent, c'est en se coordonnant avec le collègue de ville, donc le collègue de ville qui nous interpelle pour un avis, pour un geste, et puis après, on voit le patient et après, le collègue assure le suivi. Alors, c'est vrai que souvent, il y a des petites spécificités dans le suivi sur les ablations. Quand on voit qu'il y a une petite sténose, des choses comme ça, on préfère quand même gérer les patients parce que souvent le collègue de ville est un petit peu dérouté parce qu'il n'a pas trop l'habitude de gérer ça, mais c'est vrai que sur les prothèses, c'est quand même typiquement ce genre de patient où nous, on gère le problème d'arythmie et la prothèse et le collègue continue à suivre le patient. Spécialiste et un suivi en cardiologie de ville standard. Je pense que c'est ça. Oui. Je crois que c'est sur quoi il faut insister en effet. Ouais. Et alors tu parlais d'ambulatoire tout à l'heure, est-ce que déjà qu'est-ce que vous faites en ambulatoire Alors nous on a été, je pense comme tout le monde, un peu frappé par le Covid sur l'activité et on a quand même, à ce moment-là, il y a l'unité d'ambulatoire qui se mettait en place et donc on a quand même profité, on a gardé un peu cet élan pour l'ambulatoire avec essentiellement pour l'instant des ablations. Donc on a pas mal d'ablations de FA simples chez les patients, on peut discuter sur la sélection, mais les patients qui sur le papier sont pas à risque de complications, ou qu'on ne pense pas poser de problème sur le geste. Donc les FA, les ablations de flotteurs, les Wolf, les explorations, tout ça, bon, bien entendu ça les Holters implantables. Et on a quelques pacemakers, on essaie de commencer un petit peu l'activité sur les stimulateurs double chambre et sur les triple chambres, il y a une étude en cours également. Donc on essaie de développer ça de façon importante parce qu'on a le problème de ne pas avoir beaucoup de lits pour hospitaliser les gens, parce qu'il y a une crise structurelle avec le manque de personnel paramédical. Donc c'est vrai que c'est quand même un moyen d'arriver à assurer la prise en charge des patients, parce qu'il y a un grand nombre de patients, je pense comme pour vous, qui sont adressés pour des ablations complexes. Et on a un volume qui dépasse les capacités d'hébergement et ça permet de fluidifier un petit peu les choses, hein, tout à fait. Et quand tu parlais de critères il y a deux questions qui me viennent. Quand tu parlais de critères de sélection, est-ce qu'il y a des choses qui tout de suite vous font dire que non, ce patient n'ira pas en ambulatoire? Est-ce qu'il y a des critères particuliers comme ça qui sont... On a bien entendu essayé de faire un protocole au sein du service pour... donc on voit les patients en consultation pour discuter de l'ablation, le bénéfice-risque, on explique la procédure et puis après on propose éventuellement aux patients quand on voit qu'il n'y a pas trop de comorbidité, parce que c'est vraiment ça le point important. Donc, c'est l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, s'il y a des problèmes de compliance sur les anticoagulants, des choses comme ça, donc ces patients qu'on ne va pas forcément adresser. On préfère quand même, sur les ablations, qui est, comme vous je présume, l'ablation de FA, qui est quand même le gros lot des patients, plutôt les gestes simples, avec les ablations de fibrillation atriale paroxystique, avec juste un geste sur les veines pulmonaires. Et généralement, c'est ces patients-là avec quand même un critère important qui est
que le patient soit d'accord. Ouais, et ben c'était ma deuxième question, c'est comment c'est reçu du coup cette proposition d'ambulatoire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur au patient puisqu'en fait il a l'impression qu'il va être un petit peu moins bien surveillé, ou alors c'est quelque chose qui est extrêmement bien accueilli avec une réduction de la durée de séjour? Alors après, moi j'ai l'impression, surtout les patients jeunes, après les patients âgés, c'est un état d'esprit un petit peu différent en fonction de la population à laquelle on s'adresse, mais beaucoup de patients jeunes qui sont très demandeurs de gestes en ambulatoire. Et après, on a tout un protocole, je pense comme vous, hein. Donc les patients, ils sont vus, on leur explique, on leur donne un petit livret, ils vont être opérés, ils reviennent, on surveille quelques heures le point de ponction, le lendemain, ils reviennent pour le point de ponction, on fait une échographie avant qu'ils partent, on leur envoie un petit texto à 48 heures, donc il y a quand même des garde-fous pour justement que les patients ne se sentent pas un peu abandonnés avec un geste purement mécanique, on arrive, on repart et puis... Oui, il y a besoin d'une surveillance post-interventionnelle. Oui. Vous l'avez avec un système que vous avez mis en place, vous, tu parlais de la photo, du point de ponction éventuellement, d'information, ou c'est quelque chose, vous avez pris un système qui existait déjà pour avoir un suivi? Bon, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les études, et puis après, on voit un petit peu ce que proposait la structure. Nous, c'est vrai que sur les rendez-vous de consultation, on travaille beaucoup avec des textos de rappel. Donc c'est vrai qu'on a utilisé ce système-là aussi pour le suivi des patients. Et donc on a calqué beaucoup sur les études de celle des décharges, des ablations. Ouais. Et donc vous faites pas mal d'ablations finalement en ambulatoire. Ça représente combien de pourcentage de votre activité pour, on va dire, tout ce qui est simple? On va enlever tout ce qui est TV ou ablation complexe. Là, on a au jugé, hein, je veux pas. Donc on doit avoir une centaine d'ablations en ambulatoire là, sur 2023. D'accord. Sur un volume qui doit être de l'ordre de 500 ablations pour l'AFA. Donc c'est à peu près peut-être une vingtaine de pourcents des patients. D'accord. Mais les patients triés, comme tu as dit. Patients triés, ouais, je crois que c'est le plus important, parce que il faut l'autre situation, c'est de se dire qu'il faut pouvoir prévoir, j'imagine, dans un certain nombre de cas, que le patient qui est prévu en ambulatoire finalement reste. Comment vous gérez ça dans le service? On s'arrange. Et après, sur les... Je regardais un petit peu, bien entendu, là, sur les études, et ce qui est un peu ce qu'on voit, le défaut de sortie des patients, c'est surtout les procédures qui finissent trop tard. Ouais. Donc du coup, on met bien entendu les patients en premier, on s'autorise, donc on a 2 salles d'ablation qui tournent, on s'autorise 4 patients le matin, de manière à ce qu'à 13 h, ils soient retournés en hôpital de jour, à l'UCASAR, comme on l'appelle, pour être sûr qu'on a un délai suffisant et qu'on ne soit pas pris de court. Ça, c'est la grosse... alors nous, on a beaucoup moins d'ambulatoires que vous. On essaye de le mettre en place. C'est-à-dire qu'on commence tout doucement à essayer de changer notre pratique, qui était une pratique 100% d'hospitalisation pour qu'à la quasi-ensemble de nos procédures, à passer vers une activité d'ambulatoire. Donc on commence par des changements de boîtier, on commence par la mise en place de prothèses cardiaques simples. On commence aussi à mettre des procédures de voie accessoires ou de réentrée intranodale en ambulatoire pour des patients qui sont jeunes, en bonne santé, et pour des procédures qui sont finalement assez simples à réaliser. On ne fait pas encore d'ablation de fibrillation atriale, mais on essaye d'envisager ça. Et c'est vrai que ça demande, c'est ce que tu disais, une réorganisation de la pratique du bloc opératoire pour changer un petit peu l'ordre des procédures. Ouais. Nous, on a toujours eu historiquement une tendance à essayer de commencer par ce qui est compliqué, long et qui va nous prendre un petit peu de temps d'attention le plus possible, et du coup c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on commence par faire les ablations complexes, on commence par faire les TV, on commence par faire tout ça, et ensuite, en fonction de l'organisation, on fait tout le reste au jour le jour, et du coup ça demande d'échanger un tout petit peu la pratique. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ça. On a fait... Alors après, la structure est un peu particulière parce qu'on a les anesthésistes qui sont là tout le temps. Et c'est vrai que les anesthésistes étaient surtout eux qui poussaient à ce qu'on fasse le compliqué après pour la gestion post-opératoire sur les patients un peu lourds, les problèmes hémodynamiques, éventuellement la réanimation. Donc c'est vrai qu'on a fait quelque chose en prenant tous les intervenants autour de la table pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'on puisse justement optimiser les choses. Et donc c'est vrai que tout le monde est d'accord pour pouvoir faire de l'ambulatoire, et donc du coup ça facilite grandement les choses quand tout le monde va dans la même direction. Donc on a fait ça, et puis après le point c'est qu'on a beaucoup d'anesthésie générale, donc c'est vrai qu'il y a la surveillance, il y a un petit réveil, ils sont au réveil, après ils redescendent en hôpital de jour, donc c'est vrai que ça permet quand même de tamponner un peu les choses sur la sécurité des patients. Ok. Et d'un point de vue purement géographique,
Parce que finalement, vous avez une activité traditionnelle, vous avez une activité qu'on va qualifier d'ambulatoire, qui correspond à l'activité d'ablation de gestes invasifs. Et j'imagine que vous avez aussi l'hôpital de jour pour des réévaluations rythmiques, des choses comme ça. Alors du coup, tout est au même endroit. Tout est physiquement au même endroit. C'est une unité d'hospitalisation de jour qui regroupe les consultations sans rendez-vous, la titration éventuellement, les coraux en ambulatoire bien entendu, les gestes de rythme en ambulatoire, donc on a tout au même endroit, et les hôpitaux de jour aussi. Donc ça permet d'avoir aussi une mutualisation des moyens, comme ça on a le brancardier. Et puis après c'est vrai que le bâtiment de cardiologie n'est pas très grand, donc les choses sont toutes assez proches, donc ça gagne aussi un peu de temps sur les transferts. C'était une de mes questions, parce qu'on a aussi, nous, des problématiques de nouveaux bâtiments, de discussions de ce type-là. Et c'est vrai qu'une de nos craintes dans certaines discussions, c'est de se retrouver à être dans différents endroits dans la journée. Et c'est vrai, quand on discute entre nous, on a l'impression de se dire que si on a le tradi à un endroit, les bureaux à un autre endroit, le bloc à un autre endroit, une unité ambulatoire à un autre endroit, on commence à s'éparpiller et on perd du temps partout. Je pense que vous avez visiblement une qualité de travail en termes géographiques qui a l'air intéressante. Oui, en fin de compte, c'est un petit bâtiment où il y a toute la cardiologie, la chirurgie, l'anesthésie, l'ARIA. Donc c'est vrai qu'on a une certaine autonomie sur un bâtiment où tout est assez proche. Donc c'est vrai que ça facilite pas mal les choses, les transferts et la prise en charge des patients aussi. Et pour finir, une fois que cette activité ambulatoire elle est faite, que vous avez l'infirmière qui s'occupait de la surveillance dans les premiers jours, tout ce qui est voies accessoires, réentrée ou procédures simples, c'est des patients que vous revoyez ou vous laissez les cardiologues de ville s'en occuper? On a l'habitude de les revoir systématiquement, toujours pour les problèmes de ponction, pour ne pas laisser aux collègues de ville de gérer nos complications, parce que souvent ils sont un peu, non pas démunis, mais bon, je pense que c'est quand même une bonne pratique de gérer soi-même les choses. Donc on les revoit à 3 mois, puis après, sauf problème, comme on l'a souligné tout à l'heure, mais généralement on les revoit à 3 mois systématiquement, en consultation post-jet, puis après ils ont un suivi qui est fait par le collègue de ville. On ne va pas le dévoyer. Oui, je pense que c'est important qu'on s'occupe nous-mêmes de nos complications quand même. Oui, c'est pour ça, je pense que c'est pas très sympa pour le collègue de ville de gérer. D'assurer un suivi du début à la fin de la prise en charge du patient. Oui, puis même vis-à-vis du patient, je pense que c'est important aussi de revoir. Puis comme ça permet d'avoir le retour, ne serait-ce que sur l'ambulatoire ou les adaptations dans le service. Parce que c'est vrai que souvent les patients, c'est un moment où on fait un petit point avec eux, à la fois sur le geste et à la fois sur l'environnement, sur la logistique, sur l'encadrement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vous remercie et puis à très bientôt.